Donc, je vais à présent ouvrir ce nouvel épisode Cévenol et au nom donc de l'Institut Agro, vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue. On est donc heureux de vous accueillir donc, sur cet épisode qui porte sur l'accueil des apprenants trans à l'école. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous dire que les épisodes Cévenol sont un cycle de conférences en ligne qui sont organisées dans le cadre du dispositif national d'appui de l'enseignement agricole, dont l'objectif est de faciliter les échanges entre la recherche, l'enseignement agricole technique et supérieur et des professionnels. Donc, dans chaque épisode, on sollicite un expert pour ouvrir une discussion approfondie sur l'un de nos champs de réflexion. Et là, notamment, c'est un champ qui est porté par le service éducation et pédagogie. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler avec vous. Il y a une recherche qui va être menée avec la complicité de l'ENSFEA et de Marie-Pierre Zoria, que je vais vous présenter dans un instant. Donc, l'Institut d'éducation à l'agro-environnement de Flora conduit depuis 50 ans des activités de formation, de recherche et d'expertise sur des thématiques aussi variées que la gestion durable des espaces naturels par l'agriculture, que le fait d'outiller ou former aux méthodes de coopération entre acteurs de réseau ou travailler sur des pédagogies innovantes et tous les champs d'éducation à la sexualité, à la responsabilité, à l'environnement. Donc ça, c'est pour poser le contexte de ces épisodes Cévenol pour ceux qui nous rejoignent. Et donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Arnaud Alessandrin, qui est sociologue et chargé de cours à l'Université de Bordeaux, où il est associé au LACES, le laboratoire Culture, Éducation, Société. Ses travaux portent sur le genre, la santé et les discriminations. Et cette année, il a notamment publié un ouvrage aux éditions Cavalier Bleu, qui s'appelle donc Sociologie des transidentités, ou encore avec Johanna Dagorn aux éditions Double Ponctuation, Discrimination dans la ville, sexisme, racisme et LGBT-phobie. Il co-dirige également la revue Les Cahiers de la LCD, Lutte contre les discriminations. Et à ses côtés, on accueille Marie-Pierre Zoria, qui est donc l'animatrice du réseau national Insertion, Égalité, Diversité, et que je remercie également très chaleureusement de sa présence. Et donc Marie-Pierre qui travaille pour le BAEVS, le Bureau de l'action éducative et de la vie scolaire du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, va, à l'issue de l'intervention d'Arnaud, vous présenter comment justement cette question traverse plus précisément l'enseignement agricole. Et vous faire état des outils, des documents et des ressources qui sont déjà mis à la disposition de la communauté éducative pour faciliter l'accueil et l'accompagnement des apprenants trans. Donc, Arnaud Alessandrin va analyser la façon dont les élèves trans sont accompagnés à l'école, d'un point de vue général, du fait de part de ses travaux, en évoquant encore tous les préjugés et stéréotypes qui existent. Il y aura peut-être la nécessité de les cerner, peut-être de les discuter. Et il va analyser comment la présence des apprenants trans interroge à plusieurs titres l'institution. Donc, à la fois dans la mise en place de circulaires, de programmes inclusifs et de protocoles, à la fois dans la question de la relation avec les parents et avec les jeunes concernés, et enfin, dans la prise en compte des phénomènes de transphobie au sein même des établissements. Donc, il reviendra sur ces différents aspects et, à l'issue de son intervention, proposera des outils afin de penser cette population. Donc, il va intervenir une grosse heure, puis on donnera la parole à Marie-Pierre et on aura une demi-heure, voire une bonne demi-heure pour échanger selon les nécessités de clarification ou de questions qui seront soulevées par leurs interventions. Je vous remercie de votre écoute et je cède donc la parole à Arnaud et je coupe mon micro.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous voyez bien mon support de présentation. Est-ce que vous pouvez me faire un signe pour me dire si tout fonctionne de votre côté? Ouais, c'est bon. Je vérifie également que je peux tranquillement passer d'une slide à l'autre et donc la technique fonctionne, c'est le principal. Merci, pour cette invitation, merci de votre présence, merci pour, tous les éléments, techniques et puis d'emblée, je m'excuse parce que vous avez dû entendre que j'ai une voix, affaiblie. Je sors d'une semaine, de conférences autour du 17 mai, de la journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies et cette semaine, finit par être un mois entier et je crois que ma voix, voilà, témoigne, de la densité des rencontres qui ont eu lieu cette année à l'occasion des 10 ans, du mariage, pour tous. Alors cela a été dit, mes travaux portent, entre autres sur la question des transidentités et depuis quelques années sur le lien entre eux, alors le lien parfois houleux, hein, donc c'est un tout sauf un lien évident entre l'école et les transidentités. Alors, quand on dit l'école, vous voyez bien qu'ici, il s'agit d'un terme générique, puisque entre la primaire, le lycée, le collège, les différentes sections, on peut avoir des nuances interprétatives, voire des traditions d'inclusion des élèves qui peuvent varier. On va donc essayer de voir ça toutes et tous ensemble. Mais avant de débuter, j'aimerais bien qu'on prenne un temps, si vous le permettez. Alors, c'est une question rhétorique, hein, si vous le permettez, puisque c'est moi qui ai la main sur le PowerPoint, hein, donc je fais ce que je veux, mais si vous le permettez quand même, prendre un temps de réflexion sur les terminologies. Parce que si on reste 2 heures ensemble, encore faut-il qu'on parle la même langue et donc je vous propose un point d'arrêt, un moment, de terminologie. Alors, n'ayez pas peur de la dimension graphique. Ça, c'est le drame des universitaires. Ils mettent des tableaux, des graphiques et des schémas partout. Euh, on va essayer d'y aller progressivement. Or, je ne connais pas trop vos sensibilités à cette question. Et donc, d'une part, vous m'excuserez si je répète des choses que vous connaissez déjà. D'autre part, hein, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat si je vais trop vite à l'inverse et si je dois revenir sur des éléments ultérieurement. Alors, ne débutons pas d'emblée par la question des transidentités. Peut-être débuterions-nous par quelque chose de mieux connu, de mieux cerné, afin justement d'aller vers cette question des transidentités. Et ce dont j'aimerais parler d'abord, c'est de la question des sexualités. Nous avons toutes et nous avons tous une identité sexuelle, c'est-à-dire une manière, une façon simultanément de se présenter à autrui et d'être étiqueté par autrui. On peut donc se dire homo, hétéro, bisexuel, ou comme la chanteuse Angèle, pansexuel, mais on peut aussi être catalogué, assigné, étiqueté par autrui dans une sexualité que nous ne nous reconnaissons pas. Nous avons donc toutes et tous une identité sexuelle et cette identité sexuelle, elle n'est pas toujours superposable en fonction d'une part de ce que je dis de mes sentiments, d'autre part ce que autrui perçoit de mon identité. Nous avons toutes et tous une identité sexuelle et nous avons toutes et tous des pratiques sexuelles, au sens du faire. Alors, soyons clairs sur un point, ce n'est pas parce que j'ai une pratique sexuelle que j'ai une identité sexuelle. Et je crois que, au moins depuis les années 90, encore plus massivement depuis les années 2000, on a développé des politiques de santé, des politiques de santé publique qui nous ont appris que pratique sexuelle et identité sexuelle ne sont pas toujours la même chose et j'en veux pour preuve les campagnes de sensibilisation, de prévention également autour du VIH-Sida qui mettent en avant des HSH,
des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, ou des FSF, des femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes, sans pour autant que ces hommes et que ces femmes ne s'identifient comme homosexuels, comme gays ou comme lesbiennes. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose que pour autant mon identité est collée à ma pratique. Alors, ça peut vous paraître très abstrait, mais dans un contexte de collège ou de lycée, ça a son importance. Je peux être un garçon qui a des pratiques sexuelles avec un autre garçon, et pour autant, je ne m'identifie pas comme homosexuel. Je ne m'identifie pas comme homosexuel ou comme gay parce que je ne sais pas, parce que je n'ai pas rencontré le mot, parce qu'il renvoie à une charge péjorative dans mon imaginaire, ou bien je ne dis pas mon homosexualité parce que j'ai peur de l'homophobie dans mon établissement. Vous voyez bien qu'entre pratique et identité, il se passe quelque chose. Rajoutons à cela un troisième pôle, celui de l'orientation sexuelle. Je peux avoir une inclinaison de mes désirs, je peux avoir des attirances sans forcément passer à l'acte, sans forcément avoir une pratique, sans forcément non plus avoir une identité. Je peux être ce même garçon au collège, me sentir attiré par des garçons sans forcément pratiquer avec des garçons et sans forcément me dire homosexuel. Vous voyez qu'entre ce que je ressens, ce que je fais, ce que je dis de ce que je ressens et ce qu'autrui perçoit, il y a toujours un hiatus du je, J-E-U, et cet écart, on va le retrouver également du côté d'une autre notion qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est la notion de genre. Alors reprenons le processus. Nous avons toutes et tous un sexe assigné à la naissance. Ce sexe assigné à la naissance, il est formulé par une phrase, une affirmation, pourrait-on dire, que vous connaissez, c'est une fille, c'est un garçon. Cette phrase, c'est une fille, c'est un garçon, on la nomme une phrase performative, au sens où elle fait advenir les choses qu'elle énonce au moment de son énonciation. Alors, vous en connaissez d'autres, hein, des phrases performatives, je vous déclare coupable ou je vous déclare innocent. Avant la prononciation de cette phrase par une juge ou par un juge, vous êtes présumé coupable ou présumé innocent en fonction des traditions juridiques de votre pays. C'est donc la prononciation de cette phrase, je vous déclare coupable ou je vous déclare innocent, qui vous déplace d'un statut de potentiel coupable à un statut de coupable ou d'innocent. Vous en connaissez encore une, au moins, phrase performative, je vous déclare femme et mari, ou femme et femme, ou mari et mari. Je crois que j'ai fait approximativement tout ce qui était possible, en tout cas en France. Avant la prononciation de cette phrase par un ou une officier d'état civil, vous êtes certes en situation de conjugalité, mais vous n'êtes pas dans un statut de maritalité. C'est donc la phrase performative qui fait advenir le statut auquel vous prétendez ou auquel autrui prétend pour vous. C'est une phrase qui endigue donc des devenirs. C'est une fille, c'est un garçon. Voici au moins deux phrases qui sont performatives au sens non pas où elles lisent le réel du corps, voici ce que la nature dirait du sexe, mais bel et bien au sens où ces deux phrases font advenir au monde des futurs citoyens et des futures citoyennes catalogués en fonction de leur sexe. Et je dis ça avec d'autant plus d'insistance que, en France, nous n'existons pas sans état civil. Enfin si, vous pouvez toujours respirer, mais un temps, puisqu'il va très vite falloir que vous passiez au moins une fois dans votre vie voir un médecin, et que pour aller voir un médecin, il faut une carte vitale et donc un numéro de sécurité sociale et donc un état civil. Et pour l'obtention d'un état civil,
Nous sommes en France dans l'obligation, en France et dans d'autres pays, dans l'obligation d'avoir une mention de sexe. Cette phrase, c'est un garçon, c'est une fille, ce n'est donc pas simplement une lecture de la nature, si tant est qu'elle le soit, c'est réellement une phrase qui fait advenir l'individu dans un statut de citoyen, de citoyenne, distinct l'un de l'autre, fille, garçon, dont on attend que découle de cette assignation un statut genré adulte, femme, homme. Ce sexe assigné à la naissance, on pourra, si vous voulez, complexifier cette affaire en parlant des enfants intersexes, c'est-à-dire environ 2% des naissances en France vis-à-vis desquelles on ne parvient pas à dire c'est un garçon, c'est une fille. Ce genre et ce sexe assigné à la naissance ne dit pas toujours l'identité de genre de la personne, c'est-à-dire le sentiment intime d'appartenir à un genre. On va le dire autrement, et on va pour cela reprendre les mêmes arguments que la sexualité. Ce n'est pas parce que j'ai une anatomie, c'est pas parce que je possède un élément anatomique que pour autant cet élément anatomique résonne en moi comme une identité. Alors, on a toutes et tous une identité de genre. Il n'y a pas que les personnes trans qui ont une identité de genre, mais nos identités de genre ne procèdent pas de la même dynamique en fonction qu'elles soient transidentitaires ou non transidentitaires, à savoir cisgenres. Donc d'un côté, on a des identités de genre transgenres qui traversent le genre, ou non binaires, on verra ça tout à l'heure, et de l'autre côté, des identités de genre cisgenres qui ne changent pas de genre, qui ne changent pas de sexe. Vous connaissez bien l'étymologie de ces deux mots. Hein, le transsibérien traverse la Sibérie. Hein, la Cisjordanie est tout du même côté du fleuve du Jourdain. On a donc ici la dimension du mouvement et la dimension de la stabilité, tout du moins apparente. Nous avons toutes et tous une identité de genre. Cette identité de genre n'est pas forcément corrélée au sexe anatomique que nous possédons. Rajoutons à cela un troisième élément. Ce n'est pas parce que nous avons une identité de genre, c'est-à-dire le sentiment intime d'appartenir à un genre, le masculin, le féminin, que pour autant nous nous autorisons ou nous sommes autorisés à exprimer ce genre. C'est pourquoi il faut distinguer l'identité de genre et l'expression de genre, c'est-à-dire la façon avec laquelle la personne montre, signifie une appartenance à un genre. Cela peut vous apparaître comme des nuances insignifiantes ou peu collées à vos pratiques de terrain néanmoins. Reprenons un exemple euh, qui vous intéresse, en tout cas je l'espère, celui d'un collégien ou d'une collégienne qui a une identité de genre et qui sent au fond de lui ou au fond d'elle que cette identité de genre ne correspond pas au sexe qu'il ou elle a eu en assignation à la naissance. Pour autant, ce jeune ou cette jeune va-t-il s'autoriser à exprimer son identité de genre au collège ou au lycée, tout en connaissant le poids de la transphobie? Vous voyez bien que là aussi, à l'image de l'homosexualité, il y a parfois un gap, il y a parfois une différence nette entre ce que je ressens et ce que je peux dire de mes sentiments. Voici peut-être quelques éléments à minima que je pouvais partager avec vous. Débutons enfin par une question qui, je crois, traverse tous les esprits. Si nous parlons des mineurs trans, pourquoi n'en parlions-nous pas avant? Alors, quelques tentatives de réponse, si vous me le permettez. Euh, euh, Premier élément, et non des moindres, si les termes de la transidentité ont toujours été ceux des adultes, alors comment les enfants, comment les mineurs pouvaient-ils s'identifier
à ces formes de parcours de genre. Et j'en veux pour preuve l'absence quasi récurrente, à part quelques exceptions à l'international et récemment en France, de figures dans les médias qui permettent aujourd'hui à des mineurs de pouvoir dire et de pouvoir s'identifier autrement qu'en fonction du sexe assigné à la naissance. Deuxième élément de réponse, pourquoi n'en parlions-nous pas avant? Peut-être parce que les mots pour dire son genre aujourd'hui sont des mots qui ont radicalement évolué. On parle de non-binarité, on parle de personnes gender fluides, on parle de personnes à genre. Et cette terminologie étant récente, fatalement, pour les jeunes générations, elle est saisissable, là où pour les anciennes générations de personnes trans, il n'y avait pas de mots adaptés aux générations mineures ou jeunes adultes pour pouvoir dire sa transidentité. Enfin, troisième élément de réponse, pourquoi n'en parlions-nous pas avant? Peut-être parce qu'historiquement, il n'existait pas, théoriquement tout du moins, de mineurs trans. Nous sommes en 1953 et en 1953, pour la première fois, va être théorisé le concept de transsexualisme. Ce n'est pas un très beau concept et vous allez voir pourquoi, même si à l'époque, en 1953, soit il y a 70 ans, être reconnu comme malade, puisque le transsexualisme est une maladie psychiatrique à l'époque, être reconnu comme malade valait mieux que d'être reconnu comme déviant et donc potentiellement criminel. Nous sommes en 1953 et Harry Benjamin, endocrinologue, fait valider l'idée que les personnes trans se définissent dans un critère psychiatrique selon 3 éléments distincts d'un point de vue médical, mais conjoints dans les parcours. Premièrement, être dégoûté de son sexe, être dégoûté de son sexe génital. Deuxièmement, que ce dégoût mène obligatoirement à la volonté d'une opération, là encore, génitale. Troisièmement, que ce dégoût trouve sa racine depuis l'enfance. Revenons un temps sur cette définition qui, jusqu'au moins en 2016, a fait autorité en France. Cela veut donc dire que pour être diagnostiqué comme une personne trans, il aura fallu prouver que depuis l'enfance, la personne éprouve un dégoût ou une gêne ou un déséquilibre vis-à-vis de son sexe anatomique. Cela signifie donc également que très longtemps, l'adolescence et le jeune âge ont été des instants de diagnostic pour le futur adulte et non pas en tant que tel pour les personnes trans mineures que l'on ne prenait donc absolument pas en considération. Or, depuis quelques années, en France au moins depuis 2014, donc une bonne dizaine d'années, il y a des mesures à la fois qualitatives et quantitatives sur les expériences sociales de ces mineurs. Et l'une des principales expériences mesurées reste l'expérience scolaire. Dans un livre que nous avions publié en 2020 et non pas 2010, comme c'est inscrit dans la slide, et je m'en excuse, avec mes collègues Johanna Dagorn, que vous connaissez peut-être, parce qu'elle a travaillé beaucoup sur le harcèlement scolaire, Anastasia Meidani, Marielle Toulouse ou Gabriel Richard, que vous connaissez peut-être également pour ses travaux sur la norme hétérosexuelle à l'école, nous avions mesuré ce qu'on va appeler un climat scolaire pour les LGBT. Et nous avions demandé aux populations LGBT sondées dans cette enquête quelles avaient été leurs expériences scolaires. Alors, la semaine dernière est paru le rapport de SOS Homophobie qui fait malheureusement écho à ces chiffres. Je vous donne les chiffres publiés dans cette enquête, donc en 2020. 88% des jeunes lesbiennes, gays et bi disent avoir vécu une scolarité dégradée ou très dégradée du fait de l'homophobie,
ou de la peur de l'homophobie. Et j'insiste bien sur le fait que la discrimination, en l'occurrence celle dont je parle ici, l'homophobie, n'est pas simplement un acte, mais bien une menace. Car pour les personnes victimes de discrimination, il n'est pas besoin d'être discriminé pour voir sur soi s'appesantir la menace d'une discrimination, ce que les psychiatres américains, notamment Meyer ou Testa, vont appeler le stress des minorités, c'est-à-dire la potentielle sanction qui peut tomber sur des minorités sans forcément d'ailleurs que cette sanction tombe à l'endroit où on la craignait, de la personne que l'on craignait. 98%, donc ayons ce chiffre en tête, 98% des personnes trans et intersexes disent avoir vécu une scolarité dégradée ou très dégradée du fait de la transphobie ou de la peur de la transphobie. On a donc ici des chiffres absolument massifs qui ne permettent plus de nier, de passer sous silence les expériences scolaires LGBT-phobes, ici particulièrement transphobes, qui sont mesurées depuis quelques années en France. Malheureusement, il aura fallu des cas de harcèlement filmés, notamment sur Twitter. Il aura fallu des suicides pour que l'éducation nationale prenne en charge cette question qui, je le répète, est au moins documentée en France depuis une dizaine d'années et aboutissent à la création d'une circulaire dont on parlera ultérieurement. Nous parlons donc de personnes trans, de personnes intersexes, d'élèves non binaires, ni hommes ni femmes, ou ni masculin ni féminin, ou à la fois masculin ou féminin, qui tiennent dans le monde de l'école, au cours de leur scolarité, des spécificités que j'aimerais avec vous évoquer. Première spécificité, une plus forte victimation. Alors, on vient de donner quelques chiffres et du côté de la victimation, je ne voudrais pas vous faire croire que les expériences discriminatoires ne proviennent uniquement que des élèves entre eux, puisque annuellement, le rapport de SOS Homophobie souligne qu'une partie non négligeable, entre 10 et 20% selon les années, 19% l'année dernière, donc une part non négligeable des discriminations ne vient pas des élèves, mais des adultes encadrants dans les établissements. Deuxième spécificité de cette population, de ces populations, une question plus récente et donc moins maîtrisée par les institutions et par les adultes, donnant lieu parfois à des bonnes volontés, mais vous le savez aussi bien que moi, l'enfer est pavé de bonnes intentions et donc bien vouloir faire, ce n'est pas bien faire dans chacune des démarches engagées par les professionnels. Troisièmement, nous avons vis-à-vis de ces populations des interrogations médicales, notamment des préjugés, notamment des informations erronées à l'égard de la prise d'hormones, à l'égard des bloquants hormonaux, véhiculés notamment par des associations qui découlent de la Manif pour tous. On pourrait les citer, ces associations, SOS Éducation, Hippomonie, ou l'Observatoire de la Petite Sirène, qui aujourd'hui joue dans les médias, mais aussi auprès de l'éducation nationale, un effet de lobbying qui vient s'opposer à l'inclusion et à une meilleure compréhension des expériences transidentitaires chez les mineurs. Quatrième spécificité, des exigences de coordination au sein des établissements qui finissent par l'être un peu, mais qui ne sont toujours pas excessivement matures, ni dans leur déploiement, ni dans le soutien institutionnel qu'elles nécessitent, même si, vous avez peut-être vu ça, on voit apparaître des observatoires LGBT dans les rectorats. Observatoires LGBT dont d'ailleurs il faudra remarquer que bien souvent, ils sont à destination ou ils parlent principalement à des lycées de centre-ville, des collèges de centre-ville et très peu des lycées professionnels
technologiques, agricoles, de périphérie de ville et aussi à des écoles primaires. Autre spécificité, celle de l'organisation du bâti, qui pose des questions, notamment en termes d'internat, en termes de toilettes ou en termes de vestiaires, et puis des modifications administratives qu'il s'agit d'accompagner. Et on voit des établissements scolaires qui, bon an, mal an, finissent par trouver des solutions administratives au changement de pronom, par exemple, mais la remontée du terrain nous montre que concrètement, dans les établissements, il y a encore de grosses difficultés, notamment administratives, pour accompagner les demandes de ces jeunes mineurs et de leurs parents. Enfin, dernière spécificité, c'est celle relative à la triangulation que vous connaissez parfaitement et j'ai cru comprendre qu'il y avait des CPE parmi nous. Mon mari est CPE d'un immense établissement en Nouvelle-Aquitaine qui compte plus de 2000 élèves, hein, donc je vois bien la difficulté du métier, puisque entre la volonté des parents, la volonté de l'établissement, la volonté du rectorat, les circulaires et la volonté de l'élève, eh bien l'école se trouve entre le marteau et l'enclume et moins la question est maîtrisée, plus il y a d'imperfections dans le traitement notamment juridique des cas qui se posent à vous. Alors, pour noircir un peu le tableau, reprenons quelques éléments. D'abord, celui du stress des minorités. Je le disais, et je vous renvoie à deux auteurs, hein, deux publications, Meilleur en 2013, pardon, décidément, je me trompe dans les années, et Testa en 2015, qui ont montré, d'abord Meilleur, puis Testa sur les personnes trans et sur les élèves trans particulièrement, que le fait d'être discriminable, donc pas simplement le fait d'être discriminé, mais bel et bien le fait d'être discriminable, a pour conséquence des effets psychologiques délétères, dépression, angoisse, et des effets relationnels comme la déscolarisation ou les angoisses scolaires du fait d'une absence de traitement des questions par les établissements. Meilleur et Testa ont été un peu plus loin dans leurs études, hein, qui portent plus généralement aux États-Unis et au Canada, en posant la question, mais qu'est-ce qui pourrait faire baisser le stress de ces minorités, en l'occurrence ici des minorités LGBTIQ. Ils trouvent trois solutions que j'aimerais ici esquisser avec vous parce que je crois qu'elles peuvent faire écho à des pratiques de terrain. Premièrement, ils disent que s'il n'y a pas de reconnaissance de la façon dont les élèves se nomment, à la fois dans leur sexualité, mais aussi dans leur genre, alors le stress des minorités va en augmentant. Deuxièmement, Meilleur et Testa montrent que s'il n'y a pas d'identification positive, c'est-à-dire la présence, par exemple, dans les interventions en milieu scolaire de personnes trans ou homosexuelles, mais aussi, pourquoi pas, de groupes, j'ose dire le mot, de groupes non mixtes dans les établissements pour que des élèves puissent parler, alors il y a une augmentation du stress des minorités. Troisièmement, s'il n'y a pas de dispositif formel, alors maintenant on a une circulaire, mais s'il n'y a pas de dispositif formel appliqué concrètement dans les établissements, alors le stress des minorités tend à augmenter. De quoi parle-t-on également? D'expériences discriminatoires entre les élèves, hein, on vient de le dire, mais qui glissent, et vous connaissez ça par cœur, d'expériences discriminatoires dans les établissements à un double phénomène discriminatoire, physique et numérique, avec une augmentation considérable du cyberharcèlement. De quoi parle-t-on également? Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais je crois qu'il faut en dire deux mots, de programmes scolaires inadaptés. Alors, on peut bien sûr parler des cours d'éducation physique et sportive, quel classement, quel barème, dans quelle équipe, quel vestiaire, mais aussi de cours où l'on peut parler de genre ou de sexualité, notamment les cours de SVT, de sciences et vie de la Terre, où dans certains programmes, on voit encore apparaître les termes de maladie ou les termes de troubles du développement pour parler de personnes intersexes. Une banalisation des injures,
que l'on remarque notamment dans les lycées les plus marqués par de la masculinité. Cette banalisation des injures, elle a été chiffrée, puisque on sait qu'en France, en moyenne, collège-lycée, alors cela peut évidemment être différencié hein, en fonction du type de lycée, du type de collège et peut-être aussi des zones géographiques, hein, puisque vivant dans le sud-ouest, les injures sont des ponctuations hein, par chez nous, autour de Bordeaux. Cette banalisation des injures, elle a été mesurée. En moyenne, dans un établissement scolaire en France, on entend 7 fois le champ lexical de l'homophobie par minute dans les cours de récré. Putain, enculé, PD, c'est quoi ce truc de PD? Fais pas ton PD, fais pas ta tapette. 7 fois par minute. Ça ne veut pas dire que chacun l'entend 7 fois par minute. Ça ne veut pas dire que chacun le prononce 7 fois par minute. Ça veut dire que sur 2000 élèves dans un établissement, en moyenne, chaque minute, on entend 7 fois le champ lexical de l'homophobie. Quand je vous disais que la discrimination n'était pas toujours simplement un fait, mais une menace, on voit bien que la menace par les mots, ici, résonne particulièrement. Cela donne lieu à une hypoaction des professionnels, il y a une faute, je m'en excuse, et des établissements, alors pour plusieurs raisons, hein, par manque de formation, par manque d'AED, hein, et je crois que nous sommes dans une période où il n'y a pas de budget extensif pour les AED, et donc fatalement, lorsque on manque de personnel, eh bien, on manque aussi d'accompagnants hein, pour agir à chaque fois, au moment où cela se produit, en matière d'injures, de harcèlement ou de violence. Bien sûr, du côté des professionnels que nous enquêtons, ils et elles nous disent, dans le meilleur des cas, à chaque fois qu'il y a une injure et à chaque fois qu'on l'entend, on intervient. Mais du côté des élèves victimes, ce que l'on perçoit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une injure ou à chaque fois massivement qu'il y a du harcèlement, les collègues, les camarades, mais aussi les adultes n'interviennent pas ou tardivement ou marginalement. Enfin, il y a ici aussi la question de l'éducation à la sexualité, dont nous avons pu voir avec des chercheuses comme Gabrielle Richard qu'elle résonne encore de manière excessivement hétéronormative. Le garçon, la reproduction, ou plutôt la protection, à la fille, la reproduction, et dans cette configuration, tout le monde est bien sûr cisgenre, tout le monde est bien sûr hétérosexuel et personne n'est intersexe. Alors, si le rapport au corps, en sport, en SVT ou en éducation sexuelle ne parle pas à tout le monde, peut-on en conclure que l'ensemble des élèves se sentent représentés dans les établissements? Les enquêtes internationales comme nationales ont tendance à montrer que, au contraire, cette absence de visibilité, cette absence de reconnaissance pousse les élèves LGBT à reconnaître ou à se reconnaître entre eux dans d'autres sphères que celles des établissements scolaires, notamment des sphères plus numériques ou des groupes de pairs. On va pouvoir aussi parler de ces troubles pédopsychiatriques qui se développent, hein, principalement chez les jeunes LGBTIQ, avec une plus forte propension aux risques suicidaires, mais aussi aux dépressions et aux pratiques à risque, comparativement aux jeunes cisgenres et aux jeunes hétérosexuels. Alors, s'il y a tant de freins, c'est peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de représentations autour de ces personnes trans et je voudrais avec vous lister l'ensemble des représentations qui me semblent aujourd'hui les plus au cœur du réacteur de l'exclusion. Première représentation, celle qui consisterait à dire que parler de transidentité, ce serait créer des vocations. Alors, on a des psychiatres hein, qui tendent à dire cela. Je pense notamment à Caroline Eliachev, hein, qui, dans son livre sur la fabrique de l'enfant transgenre, soutient hein, cette théorie. Je m'inscris en faux vis-à-vis de cette théorie et je voudrais vous en dire deux mots. Quand j'ai fait mon coming out en seconde, j'étais à ma connaissance seul à m'affirmer comme gay au lycée. J'aurais tellement aimé que quelqu'un me dise qu'il était possible d'être gay, que cela n'était pas grave et qu'on pouvait tout à fait être gay au lycée.
Mais personne, à ce moment-là, me l'a dit. Et pourtant, j'étais dans un lycée de centre-ville avec option arts plastiques à appliquer. Est-ce qu'en parler, c'est créer des vocations ou est-ce qu'en parler, c'est rassurer? Est-ce qu'en parler, c'est créer des vocations ou est-ce qu'en parler, c'est créer des modèles? Est-ce qu'en parler, c'est créer des vocations ou à l'inverse, est-ce qu'en parler, c'est créer des alcôves de sécurité? Nous sommes en 2010 et vous connaissez ça par cœur. En 2010, on commence à parler de la fameuse théorie du genre. Et alors que vers 2012, on parle de genre dans les manuels scolaires en première générale, en SVT, et qu'on lance les ABCD de l'égalité, nous assistons à une vague réactionnaire qui se manifeste entre autres avec la manif pour tous et une opposition à la dite théorie du genre. Nous sommes en 2010 et euh, nous sommes au tout début de cela. Et je voudrais vous raconter une petite histoire que je raconte dans mon prochain livre sur les mineurs trans, parce que c'est une histoire qui m'a marqué, même si elle date, parce que j'étais jeune étudiant en licence et que je ne comprenais pas ce qui se passait. Sur TF1, la présidente du parti chrétien-démocrate, Christine Boutin, vient parler d'une tribune qu'elle avait écrite dans Le Parisien pour s'opposer à l'intervention en milieu scolaire d'une association qui présentait un petit film, un petit documentaire, un petit dessin animé, intitulé Les Poissons Lune, le baiser de la Lune, pardon. Dans ce documentaire de 3 minutes 50, il y a deux poissons lune qui se disent qu'ils s'aiment. Et ils ne disent que ça. On a deux mâles qui se disent, qui pensent être amoureux l'un de l'autre. Il n'y a rien d'autre. On ne parle pas d'homosexualité, on ne parle pas de sodomie, il n'y a pas de harnais en cuir, il n'y a pas de rainbow flag, il y a juste deux poissons qui s'aiment. Et ce que dit la présidente du Parti chrétien-démocrate, c'est qu'il faut laisser, et je reprends sa phrase, il faut laisser l'enfance à l'enfance. Comme si ces questions d'homosexualité ou et aujourd'hui de transidentité ne relevaient que de questions adultes. Il en découle une autre question, un autre préjugé. Les jeunes trans sont-ils trop jeunes pour savoir qui ils sont? Alors, je n'ai pas besoin d'affirmer grand-chose vis-à-vis de ce préjugé, puisque au moins depuis une cinquantaine d'années, et cela n'a jamais été remis en question du point de vue scientifique, au moins depuis une cinquantaine d'années, nous savons que vers 3 ans, l'enfant sait qu'il a un sexe. Il sait qu'il a un sexe anatomique. Il le touche, il le découvre, il découvre d'ailleurs progressivement le plaisir, et il le nomme le zizi, la quéquette, et je vous laisse découvrir tous les mots que vos propres enfants peut-être ont pu utiliser. Vers 7 ans, le monde étant très complexe, cela prend du temps, les enfants découvrent non seulement qu'ils ont un sexe génital, mais ils découvrent qu'ils appartiennent à un groupe de pairs genrés. Et les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Alors, ils ne le savent pas à 7 ans pile. Je veux dire par là qu'à 7 ans se cristallise le sentiment bien conscientisé qu'il y a d'un côté les garçons, de l'autre les filles. Et d'ailleurs, les recherches en sciences de l'éducation, et ce depuis au moins une trentaine d'années, nous le montrent. Vers 7 ans, les garçons ne tiennent plus la main aux filles parce que je ne suis pas une fille, et les filles ne tiennent plus la main aux garçons parce que je ne suis pas un garçon. Dans ce moment de cristallisation des groupes de pairs genrés, celles et ceux qui ont le sentiment de ne pas appartenir à ces groupes développent le sentiment donc d'une transidentité, d'un malaise dans leur genre, d'une dissonance vis-à-vis de leur corps. Alors si ça marche pour tous les élèves, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas aussi pour les élèves trans? On voit ici un régime argumentatif différentiel et donc inégalitaire entre d'un côté des savoirs accumulés qui nous disent que pour tous les enfants, cela fonctionne comme ça, et de l'autre, un argument qui viendrait nous dire que pour les mineurs trans, c'est beaucoup trop jeune pour en parler car ils ne savent pas ce qu'ils vivent. Une des raisons de cela est, troisième préjugé, de considérer que ceci est une mode. Alors, on a déjà entendu ça sur l'homosexualité. Hein, ça fait donc au moins 40 ans, depuis les années 80, que l'on entend que les questions de sexualité ou de genre sont des modes.
hein, à ma connaissance, il n'existe, aucune, recherche qui viendrait démontrer ça. Encore la théorie du genre, me direz-vous, peut-être, encore de l'influence américaine, encore l'influence, des séries. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de complot du genre, il n'y a pas de lobby LGBT. Ce qu'il y a par contre, c'est des résistances normatives à l'épanouissement des jeunes LGBT, et particulièrement actuellement des jeunes trans. Enfin, 2 points en termes, de résistance, heu, le risque, ou en tout cas le fantasme du risque, communautaire. J'étais la semaine dernière au lancement d'un observatoire, dans un rectorat et on m'a posé une question, un observatoire LGBT et on m'a posé, la question suivante: «Monsieur Alessandrin, si on fait des groupes avec des élèves LGBT, est-ce qu'on ne crée pas du communautarisme?» Alors vous allez me trouver très peu républicain dans les termes et pourtant je pense l'être dans mes définitions. Je crois que nous confondons communautarisme et sécessionnisme. Ce que nous disent des philosophes et des sociologues du communautarisme, et ce depuis au moins Alexis de Tocqueville, c'est que les petites communautés existent de tout temps. Nous sommes tous dans nos communautés, de sportifs, de loisirs, d'âge, de catégories sociales, de géographie. Nous sommes tous dans nos communautés. Mais il y a des communautés qui dérangent, les communautés homosexuelles, transgenres ou les communautés de religion. Il y a des communautés qui dérangent, comme si certaines communautés n'étaient pas des communautés et comme si certaines communautés l'étaient plus que d'autres. Ne confondons pas faire communauté et être dans la sécession, dans la rupture avec la grande société. Comme la grande histoire se mélange souvent avec la petite, je vais reprendre mon propre exemple, et vous m'en excuserez. Si j'avais eu une communauté gay au lycée, si j'avais su qu'il existait d'autres garçons comme moi, peut-être que je n'aurais pas eu à aller chercher une communauté de semblables ailleurs, notamment dans des bars gays, parce que je peux vous assurer que quand on est en seconde, on a autre chose à faire que trouver un bar gay pour pouvoir discuter avec des homosexuels ou trouver des chats pour pouvoir en discuter. Si seulement j'avais eu une communauté, eh bien, je me serais senti moins isolé. Ne confondons pas la nécessité d'une ressource avec la rupture, avec les autres communautés, en l'occurrence ici, celle d'un établissement. Et puis, je l'ai déjà dit, je le redis, nous sommes face à une question qui est marquée par un fantasme autour des hormonothérapies. Premier fantasme autour des hormonothérapies, à donner des bloquants hormonaux aux mineurs trans, ils deviendront fatalement des personnes trans, même s'ils se trompent. Alors, je rappelle juste comme ça que les hormones sont réversibles. Je rappelle également que les effets des hormones ne sont pas tous immédiatement irréversibles, même si certains effets peuvent être plus difficilement réversibles à moyen ou à long terme. Je rappellerai également que le taux de mineurs qui disent s'être trompés après une longue hormonothérapie ou des opérations est inférieur à 1%. Le taux de ceux et celles qui regrettent est inférieur à 1%. 1%. Autant vous dire que si vous allez dans des services hospitaliers et que vous demandez à des chirurgiens quel est le taux de regret suite aux opérations qu'ils ont fournies, tous répondront que c'est au-delà de 1%, que ce soit en bariatrie, que ce soit en cancérologie et encore plus en chirurgie esthétique. Les gens savent bien souvent qui ils sont, mais les gens peuvent aussi se tromper. Et donc, ce n'est pas très grave de prendre des bloquants hormonaux quelques mois et se rendre compte que ce n'est pas ça qu'il nous fallait. Ne me faites pas dire qu'il n'y a pas de risque à prendre des hormones. Je suis bien sûr convaincu que les hormones sont par exemple cancérigènes. Mais si les hormones sont cancérigènes et donc s'il faut les interdire aux mineurs trans, pourquoi donne-t-on très tôt des hormones aux jeunes filles qui ont des règles précoces? Et pourquoi donne-t-on, sans d'ailleurs beaucoup de contrôle bien souvent, les pilules que nous donnons aux femmes et encore plus aux adolescentes?
On voit bien donc qu'il y a des fantasmes autour de ces hormonothérapies, il y a des fantasmes autour de cette population, il y a un fantasme autour de cette idée selon laquelle les jeunes seraient trop jeunes pour savoir et qu'il serait déraisonnable de les écouter. C'est le chemin pile inverse que je vous propose de faire aujourd'hui. C'est-à-dire diminuer les craintes autour des bloquants hormonaux comme des hormonothérapies. Diminuer les craintes autour des regrets potentiels, même si on sait que les regrets prépubères sont un peu plus importants que les regrets pubères. Diminuer les craintes autour de la souffrance de ces personnes. Non, toutes ne souffrent pas. Ce qui les fait bien souvent souffrir, c'est la discrimination. Diminuer les craintes également autour de l'idée d'un lobby trans, d'un lobby transgenre, d'un lobby LGBT. Bref, avoir une discussion raisonnée, scientifique, argumentée autour de ces questions. Disant cela, je prends pour acquis que aujourd'hui, nous sommes face à des pratiques variées dans les établissements scolaires. Pour quelques-uns encore, la l'option qui est choisie est celle de nier ou de minimiser l'existence de ces mineurs trans. Quant à d'autres, ils vont préférer externaliser ou médicaliser l'accompagnement de ces mineurs, par exemple en les envoyant vers des centres psychiatriques ou des maisons des adolescents. Je ne dis pas qu'externaliser soit une mauvaise chose. Dans les établissements, vous connaissez le concept de climat scolaire et donc vous savez bien que la coéducation, que le travail en réseau est important. Néanmoins, je voudrais souligner que immédiatement médicaliser, psychiatriser, des affaires qui peuvent très bien être discutées en dehors du champ médical ou psychiatrique, cela peut relever bizarrement aussi d'un effet de stigmatisation si vous dites aux jeunes ou à la jeune que la solution, c'est la psychiatrie. De plus en plus, je me retrouve quand même face à des établissements qui prennent en compte cette question, qui la prennent en compte dans un glissement intéressant au fond. Jadis, il y a 10 ans, on m'appelait pour me dire: «Monsieur Alessandrin, comment ne rien faire? Hashtag pas de vague». Puis, on a commencé à m'appeler pour me dire: «Monsieur Alessandrin, comment faire?» Et aujourd'hui, on appelle, alors moi ou d'autres, hein, pour nous poser la question suivante: «Avons-nous bien fait?» Et je crois que ce type de formation est le signe que les étapes ne rien faire ou comment faire au sens de je ne connais rien à la question sont des étapes que nous abandonnons progressivement pour aller vers une pratique concrète d'accompagnement, d'inclusion de ces mineurs. Alors vous n'êtes pas seul évidemment pour parler de cela puisqu'il y a un cadre d'action. D'abord, un cadre d'action générique, celui de la lutte contre les discriminations, contre les menaces, contre l'incitation à la haine, contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Et j'insiste, et j'ai oublié de le dire, un cadre général également sur le respect de la vie privée, sur la dignité des personnes, sur l'information du droit à la santé. Je veux dire par là que les jeunes, je ne vais pas dire les mineurs, parce que si dans vos établissements, il y a des BTS, il y a aussi des majeurs, ou s'il y a des élèves qui ont redoublé, il y a aussi des majeurs, parfois. Je veux dire par là que dans les établissements scolaires, les élèves ne quittent pas leur valise de citoyens ou de citoyennes en rentrant dans les établissements. Non, ils rentrent dans les établissements avec autant de droits qu'ils en ont à l'extérieur de l'établissement. Et donc, c'est à l'établissement lui-même et aux adultes de cet établissement d'assurer le respect et la continuité du respect de ce cadre légal générique qui doit être assuré en interne comme en externe des établissements. En ce sens, j'attire votre attention, mais vous le savez bien mieux que moi, sur l'importance des règlements intérieurs. Bien souvent, dans les règlements intérieurs, on voit apparaître, on voit fleurir, alors bien sûr, ça s'interprète différemment hein, dans les lycées professionnels et dans les lycées généraux, mais on voit fleurir des phrases comme tenue correcte exigée. Alors, je suis désolé de le dire, mais
le cadre légal prévaut sur le règlement intérieur. Le règlement intérieur n'a pas de valeur juridique. Et donc, par conséquent, une tenue correcte exigée, je vous mets au défi de me dire ce que cela signifie juridiquement. D'un point de vue du genre, vous voyez bien la façon dont ça résonne. Peut-on accepter des garçons en jupe? Peut-on accepter des garçons maquillés? Peut-on accepter des filles au crâne rasé? Peut-on accepter des formes d'expression de genre que l'on pourrait juger comme des tenues incorrectes, mais qui relèvent en réalité de la liberté individuelle à exprimer son genre, puisque je vous le rappelle, depuis 2016, il est interdit de discriminer une personne en fonction de son identité de genre réelle ou supposée. Je mets bien sûr entre parenthèses les éléments liés à l'apprentissage strict d'un métier, donc des tenues qui vont avec, mais également des éléments de sécurité qui nécessitent parfois de tenir une position, notamment vestimentaire, puisque ici la sécurité prévaut. Mais vous avez également dans l'éducation nationale des cadres d'intervention spécifiques en matière de préconisation, de plans de communication, de plans de lutte. Il y en a eu un récemment lancé le 17 mai par le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi des programmes scolaires sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour donner de la visibilité à ces questions et des identifications positives auprès des élèves. Et puis, il y a cette circulaire de septembre 2021, circulaire qui stipule que les élèves trans doivent être acceptés dans les établissements scolaires lorsqu'ils sont mineurs, avec leur nouveau pronom d'usage. Je dis bien prénom d'usage, c'est-à-dire non pas le prénom marqué sur l'état civil et sur la carte d'identité, mais bien le prénom d'usage au sein de l'établissement, celui qui est donc marqué sur la carte de scolarité, la carte de cantine, la carte du CDI ou la liste d'appel. À quelles conditions les établissements peuvent-ils accepter que ces jeunes changent de prénom? La circulaire stipule qu'il faut l'accord des 2 parents pour pouvoir réaliser ce changement. Alors, 2-3 éléments quand même. D'abord, un élément historique, cela n'a pas toujours été le cas dans cette circulaire, puisqu'avant qu'elle soit diffusée, il était précisé qu'il fallait l'accord de 1 parent. Mais l'ancien ministre de l'Éducation nationale en a décidé autrement. Au moment où s'écrit cette circulaire, pour avoir été auditionné à la DGESCO, 2 autres pays vont proposer des formes de texte. Alors, on n'appelle pas ça circulaire à l'étranger. Des pays limitrophes qui vont eux aussi accompagner le changement de prénom des élèves dans les établissements scolaires. Il s'agit de l'Espagne et de la Suisse, alors d'un canton précisément en Suisse, du canton de Vaud. Dans ces 2 textes, il est précisé qu'il faut l'accord d'un seul parent. Alors pourquoi cette question est importante? D'une part parce que si on ne parvient pas à joindre le second parent, comment fait-on pour avoir l'accord des 2 parents? S'il y a une tension ou un conflit intrafamilial, on va se retrouver donc à produire un conflit scolaire et familial dans lequel l'enfant sera au cœur de la polémique ou de la controverse. Donc potentiellement aussi à mettre doublement l'enfant en danger. Et puis, un texte s'interprète toujours en comparaison avec d'autres textes, comme les statistiques ne s'interprètent d'ailleurs qu'en comparaison avec d'autres chiffres. Je voudrais ici vous donner un élément de comparaison que je vous soumets et puis on pourra peut-être en discuter. Lorsqu'une jeune fille, ou lorsqu'un jeune garçon maintenant, désire bénéficier d'une intervention volontaire de grossesse, il lui faut l'accord d'un adulte responsable, d'un adulte référent. Cet adulte peut d'ailleurs ne pas être le ou les parents du jeune. L'accord d'un seul adulte pour une IVG et pour le changement d'un prénom d'usage, non pas d'un prénom d'état civil, mais un prénom d'usage, un pronom en quelque sorte, il faut l'accord des 2 parents. Vous voyez là encore
la difficulté que nous avons à penser dans le cadre d'un droit banal, d'un droit égal à toutes et tous, ce droit au corps, ce droit minimal, hein, de changer de prénom d'usage, donc de pronom au sein des établissements. Vous voyez donc simultanément les avancées de cette circulaire qui permettent de le faire et les limites de cette circulaire face à des parents réticents ou face à des problématiques de violence intrafamiliale qui pourraient rejaillir sur les élèves. Alors, vous n'êtes pas sans armes, hein, puisque des signalements peuvent être faits et qu'un travail partenarial avec des associations peut également être mis en place, qu'il s'agisse de se rapprocher de l'Observatoire LGBT de votre rectorat s'il y en a un, du ou de la chargée de mission de votre rectorat si il ou elle se sent de travailler sur ces questions, ou bien des associations concernées sur le territoire, bien sûr des associations LGBT. S'il y en a, il n'y en a pas toujours, hein, à côté des établissements, mais aussi des plannings familiaux, hein, qui permettent d'accompagner ces jeunes avec une connaissance fine à la fois de la santé de ces jeunes et des questions de genre. Alors, quand même, sur cette circulaire, hein, la notion d'autorité parentale est mise en avant, hein. L'autorité parentale viendrait définir ce qui serait bon et juste pour l'enfant. C'est une notion à discuter, hein, celle d'autorité parentale, hein, puisque, il peut aussi y avoir une maltraitance à refuser à l'enfant cet accès au changement de prénom d'usage. On voit donc que le rôle du professionnel, des professionnels, et je pense notamment aux CPE ou aux infirmières scolaires, vient un petit peu être bousculé. Et ça, on ne vous l'apprend pas, hein, dans les INSPE ou dans les IUFM pour les plus âgés d'entre vous. D'abord, d'accompagner. Alors, accompagner, ça nécessite d'avoir le bon vocabulaire, mais aussi parfois convaincre. Et convaincre des parents, ça nécessite d'avoir les bons argumentaires scientifiques. Et puis de maintenir le lien avec des parents qui pourraient être réticents à ce changement de prénom ou de pronom. Et là, hein, on vous demande, c'est vrai, vous professionnels, alors on, pas moi personnellement, hein, mais cette circulaire vous demande de vous déplacer dans vos pratiques professionnelles sans d'ailleurs avoir eu au préalable des formations adéquates pour cela. Alors, il me semble que dans les établissements, de manière formelle et informelle, peut-être qu'il va falloir penser des protocoles. Alors, que ce soit les établissements ou les rectorats. D'abord, des protocoles pour inclure les mineurs trans, tout simplement parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, je le disais en introduction de cette conférence. Et pas plus tard que la semaine dernière, une enseignante me dit: «Alors moi, écoute Arnaud, hein, peu importe ce que dit le proviseur, peu importe ce que disent les parents, moi je ne suis pas transphobe, donc quand un tel veut que je l'appelle il ou elle, eh bien je l'appelle il ou elle». On peut reconnaître à cette enseignante, puisqu'en l'occurrence il s'agit d'une enseignante, en effet un geste d'une bonne volonté d'inclusion. Mais prenons le temps d'une réflexion. Nous sommes en sixième. De 8h30 à 10h30, l'enseignante va donc bien genrer l'élève en fonction de ses désirs. Mais de 10h30 à 12h30, un autre enseignant décidera d'en faire autrement. Et puis de 13h30 à 15h30, encore autrement. Et de 15h30 à 17h30, encore autrement. Vous voyez bien que pour l'équilibre psychique de l'élève, s'il y a un protocole et que tous les enseignants suivent ce protocole, et donc que cela passe par le chef d'établissement ou la chef d'établissement, alors hein, il y aura une unité dans la prise en charge. Le protocole, c'est donc uniformiser la pratique au sein des établissements, mais pas simplement au sein des classes, comme je viens de le dire, mais également au sein de tous les espaces de l'établissement, que ce soit l'internat, la cantine ou le CDI, pour ne citer que ces espaces-là. Et puis un protocole, ça permet de diffuser des bonnes pratiques professionnelles, car si un protocole fonctionne dans un établissement ou un rectorat, alors il pourra être saisi et transporté hein, dans d'autres établissements, dans d'autres rectorats, pour le faire également fonctionner. Alors, vous n'êtes pas, voilà, je le disais, hein, sans ressources, un site non au harcèlement, des observatoires LGBT, des campagnes comme Ça suffit ou la toute dernière campagne de l'éducation nationale. Vous avez aussi des éléments pour intervenir, comme par exemple les préconisations et les chiffrages de la CNCDH, hein, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Vous avez également des vadémécum de la DILCRA, auxquels j'ai participé, notamment sur l'inclusion des personnes trans dans les loisirs, le sport et à l'école. Mais vous avez également la circulaire, hein, et les dernières campagnes de sensibilisation et de formation du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Enfin, vous avez aussi des fascicules associatifs, comme par exemple le collectif, hein, d'associations Trans 3.0 en trans, qui a fait un petit fascicule sur les mineurs trans. Pour la primaire, vous avez ce livre, hein, fait par l'Association nationale transgenre, et si le genre m'était compté. Dans le sud-ouest, vous avez une association trans 3.0, qui s'est mis en contact avec, justement, Contact Aquitaine pour faire un petit fascicule intitulé Vivre mon genre. Et puis, vous avez des sites. Le site Vivre mon genre, issu de ce fascicule, le site de l'association Grandir Trans, une association de parents de personnes trans, et puis le site plus professionnel, plus segmenté aussi au niveau thématique, mais nécessaire, hein, comme SVT Égalité, qui permet de travailler pour les professionnels d'une filière, hein, ou d'une option, des programmes scolaires, des façons d'aborder le programme scolaire sans exclure les minorités de genre ou de sexualité. Enfin, peut-être, pour vous donner quelques éléments plus théoriques, un essai d'Isabelle Grigny, Mon ado change de genre, une boîte à outils pour enseigner l'égalité filles-garçons à l'école et qui permet de tirer le fil entre l'égalité filles-garçons et la lutte contre les LGBT phobies. Un livre intitulé Genre l'essentiel pour comprendre, que nous avions dirigé avec Brigitte Estève Belbeau, qui est IPR en philosophie dans le rectorat de Limoges et Poitiers. Et puis un livre plus récent sur les jeunes trans et non-binaires, d'Annie Pulin Sans Façon et Denise Médicaux, qui revient sur les recherches les plus récentes en matière à la fois qualitative et quantitative, en matière d'accompagnement de cette population. Pour finir, quelques éléments bibliographiques que je vous laisserai dans le PowerPoint qui vous sera transmis. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ma voix, je crois, touche à sa fin. Et donc, si je peux avoir 20 minutes de pause durant l'intervention de ma successeuse, ce serait merveilleux. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Arnaud. En effet, votre voix a tenu et voilà, c'est formidable parce que c'était vraiment pas sûr. Je vais donner donc la parole à Marie-Pierre Zoria, comme je l'ai dit en introduction, mais là il y a une quarantaine de personnes qui depuis nous ont rejoints, donc qui est l'animatrice nationale du réseau Insertion, Égalité, Diversité, et qui dans la même dynamique que la fin de cette présentation va nous évoquer les ressources, les outils et les documents qui sont déjà mis à la disposition de la communauté éducative au sein de l'enseignement agricole. Bonjour à tous et tous. Donc oui, je suis donc l'animatrice du réseau national rattaché au Bureau de l'action éducative et de la vie scolaire sur les questions d'égalité, d'insertion et de diversité. L'idée qu'on avait lorsqu'on a préparé cet épisode Sevenol, c'était de compléter un petit peu la présentation d'Arnaud Alessandrin avec un petit focus sur ce que nous, dans l'enseignement agricole, nous faisons, ou en tout cas nous avons envie de faire, pour effectivement juste repréciser que nous ne dépendons pas, alors les collègues nous le savons, de tout ce qui est mis en place par les rectorats. Lorsqu'Arnaud évoquait voilà, les référents mis en place dans les rectorats, nous ne sommes pas concernés, mais le réseau Insertion Égalité s'est saisi de ces questions autour de l'accueil des élèves trans depuis 2020. Je suis en lien, vous avez dans chaque draft un chargé de mission Insertion, Égalité, Diversité, dont en fait la mission est de faire le lien entre les remontées de terrain, entre vos questionnements qui parfois, souvent, arrivent dans les drafts,
et la DGER pour voir comment on peut travailler ensemble sur ces questions et essayer d'apporter à la fois des outils, des réponses, des conseils à vos problématiques en établissement. Alors, loin de nous l'idée de considérer que l'accueil des élèves trans est un problème. Vraiment, on s'inscrit complètement dans la vision que nous a amené Arnaud Alessandrin, cet angle de vue sur l'accueil de ces jeunes. J'espère qu'un jour, on pourra parler d'autre chose que de LGBT-phobie, et en tout cas, on s'y emploie. Mais effectivement, les établissements sont confrontés à des questions spécifiques par ces jeunes qui osent enfin, on pourrait dire, s'identifier en tant que personne trans. Donc, pour vous situer un petit peu l'action de la DGER autour de ces questions, on a, à partir de 2020, décidé de travailler sur l'accueil des jeunes trans parce qu'à cette époque-là, on était un petit peu dans la phase de comment faire, pour évoquer ce que disait Arnaud tout à l'heure, avec surtout l'idée de comment faire bien, avec un petit peu la crainte de mal faire avec ces jeunes qui, parfois, mettaient des situations dans les établissements auxquelles les personnes sur le terrain, les équipes ne savaient pas trop répondre. Donc, on a décidé de travailler la question sur le réseau Insertion Égalité. D'abord, s'acculturer, comme on a fait tout à l'heure, avec savoir de quoi on parle, savoir un petit peu de quoi il s'agit. 2020, c'est pas très vieux, mais en fait, on se rend compte que quand même depuis 3-4 ans après le confinement dans l'enseignement agricole, voilà, les choses se sont un petit peu accélérées. Donc, on a organisé un petit séminaire avec donc les chargés de mission Insertion Égalité, et on a travaillé avec un anthropologue, avec la DILCRA, qui est donc la mission interministérielle de lutte contre les discriminations et contre la haine anti-LGBT, et également avec une association, l'association Contact, qui est une association qui intervient dans les établissements sur les questions d'homophobie et de transphobie. Tout ça pour vous dire comment on a travaillé, comment on a essayé de réfléchir à trouver des pistes pour aborder l'accueil des jeunes trans. Et je dirais modestement qu'on était sur des pistes. À l'issue de ce séminaire, on a rédigé, et c'était en 2020-2021, donc juste au moment où devait sortir cette fameuse circulaire de l'éducation nationale, qui au départ devait sortir au mois de mai 2021. Et donc, on a rédigé, nous, ce qu'on a appelé une fiche repère, parce qu'il n'était pas dans notre optique d'être très prescriptif, parce que ce que l'on avait retenu, c'était que chaque situation est un petit peu individuelle, que le contexte établissement joue beaucoup, que la relation avec les parents, la façon dont le jeune est en relation avec sa famille importe beaucoup. Donc, on a décidé de pointer plutôt des points de vigilance, de faire des préconisations. Et puis, il n'était pas question de faire une circulaire qui aurait fait loi, entre guillemets. Donc, nous avons pu travailler sur cette fiche repère que nous avons sortie en 2021 et qui a été diffusée via les drafts à l'époque. Mais ce que l'on sait, et peut-être que parmi vous, beaucoup ne la connaissent pas, c'est qu'effectivement, l'accès à cette circulaire qui est pourtant sur Chlorophylle, enfin, à cette fiche repère qui est sur Chlorophylle, n'a pas été finalement connue de toutes et tous. C'est pour ça qu'on vous la met... on vous la met dans le chat, sur le wiki, pardon, en lien avec cet épisode. Vous retrouverez tous les liens qui vous permettent d'aller sur Chlorophylle et de retrouver cette fiche repère. Donc, je voulais juste vous la présenter rapidement. Je vais faire un partage d'écran. Normalement, on a regardé ça tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui prend un recto verso. Et qui, en fait, se déroule en quelques étapes très rapides. La première, bien sûr, c'est de s'inscrire dans toute la dynamique du plan de lutte contre les violences sur laquelle s'inscrit cette réflexion, avec la prise en compte des difficultés de ces jeunes, la prise en compte de l'homophobie, de la transphobie, dans cette idée de travailler sur le climat scolaire et de lutter contre les violences.
avec, comme je vous le disais, tout d'abord quelques définitions, un petit rappel. Alors, bien moins éclairé que ce que nous a proposé Arnaud tout à l'heure, parce qu'évidemment, là, on est sur des définitions des termes, voilà, mais que vous retrouverez par rapport à sa présentation. Ensuite, un rappel de ce que dit la loi, voilà, en termes de lutte contre l'homophobie, etc. La circulaire de l'éducation nationale n'était pas encore sortie, donc elle ne figure pas directement sur la fiche. Par contre, on y a fait figurer les préconisations de la DILCRA. De ces préconisations, nous avons issu tout simplement des points de vigilance. Tout d'abord, on s'est aperçu que ce qui pouvait parfois, bien sûr, poser souci dans les établissements, c'était toute l'information qui circule lorsqu'un jeune vient évoquer sa transidentité. Donc, on a souhaité vraiment porter l'attention des professionnels sur la notion de confidentialité et de travail direct avec le jeune. C'est-à-dire que la démarche d'accompagnement, elle est vraiment à co-construire en permanence, que ce soit par rapport à ce qui va se passer dans l'établissement avec les équipes, mais aussi par rapport aux camarades, bien entendu, et enfin, avec la troisième dimension, qui est la dimension des familles. Je rebondis également sur la question de la médicalisation, c'est-à-dire que bien sûr que nos collègues infirmiers et infirmières sont vraiment partie prenante dans toute forme d'accompagnement d'un jeune, mais que le réflexe qu'on pourrait éventuellement avoir de dire « Ah, ok, tu me dis ça, donc va voir l'infirmière », voilà, parce que, sans bien sûr aucun jugement de ma part, c'est quelque chose qu'on a pu comme ça, peut-être intégré par le passé, se dire que c'était un problème lié au médical, hein, comme nous l'a expliqué Arnaud, eh bien, tout simplement, et ça c'est vraiment la DILCRA qui nous l'avait aussi pointé, ne pas médicaliser la situation. Voilà, l'accompagnement du jeune, il se fait a priori avec les personnes auxquelles il a choisi de parler, avec voilà, éventuellement l'équipe vie scolaire ou peut-être un enseignant accompagné d'autres collègues, etc. Mais on ne va pas voilà, médicaliser la situation. Et ensuite, on a pointé effectivement toutes les questions d'utilisation d'un prénom d'usage, etc. Avec évidemment l'idée que si, alors c'est pas écrit tel que, si la situation n'est pas problématique avec la famille, on demande, et ça a été repris dans la note de l'éducation nationale, à ce que l'ensemble des membres de la communauté éducative s'appliquent à utiliser le prénom et le pronom d'usage. Vous dire encore que se pose à nous, et là évidemment qu'on n'a pas forcément les réponses, tout ce qui est de l'ordre du matériel, hein, ce qui a été évoqué tout à l'heure, les vestiaires, les internats, les toilettes, etc. Et là, effectivement, on est face à voilà, la configuration des lieux, tels que sont nos internats. Est-ce qu'il faut ostraciser le jeune en lui donnant une chambre dans un endroit complètement isolé, voire dans une chambre de l'infirmerie? On peut tout imaginer. Donc, c'est vrai que chaque cas est particulier et qu'il faut vraiment travailler les situations au mieux avec les personnes concernées. Et puis, on peut espérer que dans la prise en compte de l'accueil des jeunes trans, les propriétaires des locaux, que sont les conseillers régionaux, prendront en compte aussi ces spécificités et nous aideront à adapter nos établissements. Pour l'instant, ce n'est pas simple et surtout en fonction des configurations de chacun des lycées. Et voilà, et puis tout simplement quelques petits points à la fin à ne pas oublier. Ouvrir l'accompagnement éventuellement, comme on le disait tout à l'heure, vers des associations qui peuvent accompagner le jeune et sa famille. Le travail en partenariat dans l'enseignement agricole, on connaît. C'est pour cela qu'on a aussi édité au même moment et mis sur Profil, et vous aurez le lien, une fiche ressource où on a recensé par région, par département, les associations
qui peuvent accompagner donc des jeunes concernés par la question de la transidentité et plus largement les questions de LGBT-phobie. Quelques liens utiles que vous retrouverez également dans le wiki donc après le webinaire. Vous dire donc, je déroule le fil chronologique de notre travail, que cette fiche, bien sûr, vos correspondants à SRFD la connaissent bien, puisqu'ils ont contribué, et qui peuvent voilà, vraiment faire le relais sur le traitement des situations. On a été ensuite sollicité pour animer parfois des petits temps de formation, ou en tout cas d'information, sur des réseaux CPE, sur des établissements. Donc ça aussi, ce sont des choses qui sont possibles. Certaines régions se sont mobilisées et ont monté des formations sur les questions de genre ou sur la transidentité. On sent bien que voilà, les questionnements qui remontent de vos établissements sont aussi pris en compte. Et petit à petit, on continue à creuser la question, puisque dans le cadre du dispositif national d'appui, la DGER a demandé à ce que un travail soit spécifiquement mené sur l'accueil des jeunes trans, et une recherche, une étude participative a été mise en œuvre, comme le disait tout à l'heure Annelise Lisicki, entre l'ENSFEA et AgroSup Florac, une étude donc à laquelle je vais aussi participer. Pour s'associer, on a fait un appel à participation, et l'appel à participation est valable jusqu'au 31 mai. Donc, il est encore temps de répondre à cet appel à participation. On fait appel à 4 établissements volontaires avec qui l'on souhaite travailler, aller sur le terrain pour observer, se poser voir quelles sont les questions qui se posent au quotidien pour l'accueil et l'accompagnement des jeunes trans. Le fruit de ces observations, de ces entretiens, de ces questionnements avec tous les acteurs, les jeunes, les professeurs, les équipes, les parents, nous permettra d'ouvrir des pistes peut-être d'outils, des pistes d'évolution de nos fonctionnements, et donc donnera lieu par la suite à des outils que l'on pourra diffuser et des formations. Alors, je vois une question dans le chat sur où peut-on trouver cet appel à participation. Il a été diffusé à tous les établissements, donc rapprochez-vous de vos équipes de direction qui ont reçu cet appel à participation. Et encore une fois, il suffit simplement de se signaler, on ne demande pas de faire un grand appel à candidature. Voilà, vous verrez, toutes les indications sont dans le courrier. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, on continue, alors modestement, à essayer d'avancer sur ces questions. Un certain nombre de ressources existent déjà sur Chlorophylle, donc, avec des outils, outre cette fiche repère. Il y a les guides, donc qu'a évoqué Arnaud tout à l'heure, autant les guides promus par l'Éducation nationale que, par exemple, le guide de la DIDCRA, qui ouvre des pistes sur la prévention des discriminations et les LGBT-phobies. On a également des actions en établissement qui sont valorisées sur le site notamment du réseau Insertion Égalité. Donc là aussi, vous aurez les références avec des actions qui ont été menées, qui sont valorisées et qui peuvent aussi donner des pistes de comment aborder ces questions de manière aussi transversale. Et ça me permet de vous parler d'un autre aspect de ce qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est aussi de donner la parole aux jeunes sur ces questions. Ce que disait tout à l'heure Arnaud, c'est qu'à un moment donné, permettre aux jeunes concernés de s'identifier, faire exister ces questions d'homosexualité, de transidentité, par des personnes, par des ouvrages, par des références auxquelles on peut s'identifier, on pourrait dire qui permettrait de normaliser cette question. Ça fait partie des axes de travail qu'on a développés. Et pour vous dire, de manière tout à fait concrète, nous avions cette année un appel à projet qui s'appelle Tous égaux en Paris, dont le thème était
l'identité de genre, et on avait demandé donc aux établissements participants de faire soit des projets photos, soit des podcasts autour des questions de genre, avec un petit focus sur les questions de transidentité. Et nous avons eu 8 établissements qui ont été sélectionnés et qui ont produit des podcasts et des photos. Tout cela est sur Chlorophylle à la une en ce moment, donc vous pouvez retrouver un petit peu la valorisation de ce travail. Et on a vu qu'en donnant la parole aux jeunes, il ne faut pas, bien sûr, avoir peur de leur donner la parole et de laisser exprimer à la fois leurs questionnements, à la fois ce qu'ils vivent lorsqu'ils sont concernés, et à la fois parfois des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, parce que les chiffres le disent, hein, les questions d'homophobie et transphobie sont des réalités. Mais en tout cas, en essayant de travailler avec les jeunes, on a eu de très très belles réalisations, dont une sur laquelle je me permets d'attirer votre attention, qui est une fiction radiophonique réalisée par le lycée de Saint-Chély-d'Apcher. Et en fait, les jeunes ont réalisé donc une fiction où ils mettent en scène un jeune trans qui évoque le fait que en cours, il est mégenré, c'est-à-dire que son prénom d'usage n'est pas utilisé par les enseignants. Voilà, c'est un petit peu le fond de l'histoire. Et ces jeunes ont travaillé donc de manière fictionnelle, mais ont également intégré le témoignage d'une personne concernée, donc d'un élève concerné dans l'établissement. Et ce petit document radiophonique, en fait, voilà, nous donne aussi leur regard, donne à entendre le ressenti vraiment d'une personne qui est concernée. Et je crois qu'on peut s'appuyer aussi là-dessus si on veut ouvrir des discussions avec les jeunes. En tout cas, ça s'inscrit dans notre questionnement et c'est un élément sur lequel on peut s'appuyer pour voir, pour comprendre où sont les difficultés aujourd'hui du côté des jeunes concernés. Voilà, donc on le met aussi également dans les ressources que vous pourrez retrouver. Cette fiction, sa radiophonique s'appelle Dead Name. Je voulais aussi évoquer rapidement une plateforme qui est en ligne depuis quelques semaines sur la lutte contre les violences et discriminations et qui part de situations vécues en établissement. Et sur cette plateforme, donc, on retrouve des situations qui sont ensuite commentées avec des pistes pour gérer le type de situation évoquée sur tout un tas de violences en établissement, dont bien sûr un lien avec les questions de transidentité. Donc, c'est aussi un endroit où vous pouvez avoir des ressources. J'espère ne rien oublier, je m'étais fait un petit pense-bête, vous dire que voilà, on peut intervenir aussi si vous voulez travailler cette question en établissement avec une petite intervention de présentation un petit peu, de définition de la problématique et de discussion avec vos équipes en établissement, c'est tout à fait possible. Et enfin, on a tous besoin de formation sur ces questions de genre au sens large. Donc, on est en train d'aboutir à la mise en œuvre d'une formation en partenariat avec le centre Hubertine Auclair, où nous allons donc construire une formation sur 3 jours sur la question du genre qui abordera donc des problématiques sexistes et autour de l'identité de genre, etc., qui abordera les questions de transidentité de manière un peu plus large sur les questions de discrimination sexiste. Donc, cette formation va apparaître au PNF et elle se déroulera au mois de décembre sur Paris. Et voilà, tout acteur de l'enseignement agricole, bien sûr, pourra y participer. Toutes les références, j'ai vu passer une question, dont l'accès à la plateforme violence, seront encore une fois sur le wiki, sur tous les liens qui vous seront donnés après le webinaire. Voilà, c'était simplement pour vous dire qu'il existe voilà, déjà des choses. Voilà, en toute modestie, on n'a pas les solutions aux problèmes concrets. Je le sais bien pour avoir été CPE longtemps. Chaque situation nous pose des petites difficultés ou nous questionne d'une certaine façon. Mais en tout cas, l'état d'esprit et l'approche que l'on souhaite vraiment développer et soutenir, c'est vraiment dans la continuité de toutes les propos d'Arnaud Alexandrin,
ne plus avoir peur, en fait, je dirais, pour conclure de ces situations-là. Essayer de revenir à l'essentiel, comment on accompagne l'émancipation de ces jeunes, comment on accompagne leur épanouissement dans les établissements, pour eux et avec les autres, afin de voilà, dédramatiser un petit peu et de nous permettre voilà, de rester dans notre rôle le plus éducatif possible. Voilà, je vous remercie. Merci Marie-Pierre. Effectivement, comme tu le dis, on voit plein de réactions. Une personne qui disait « j'ai pas eu le temps de prendre des notes, où est-ce qu'on va trouver tout ça ?» Alors voilà, comme on l'a dit, que ce soit le diaporama d'Arnaud, Alessandrin, que ce soit toutes les références qui ont été citées, même les podcasts, vous aurez et les liens sur les différentes plateformes et les liens même directs sur ces ressources-là, des références bibliographiques. Tout ça apparaîtra, je vois que Isabelle vous renvoie à chaque fois des liens, mais tout ça va être compilé, centralisé dans le wiki voilà, qui a été monté autour de cet épisode Cévenol. Merci à tout le monde pour votre écoute, vos questions et l'intérêt que vous avez porté à cette question en venant tous aujourd'hui assister à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.